Nous nous réunissons dans un pays en guerre, une guerre de choix, et à un moment où le Premier ministre canadien nous a rappelé lors de Davos qu'il y a eu une rupture dans l'ordre mondial supposément fondé sur des règles. Mais il y a 65 ans, on pouvait aussi avoir l'impression qu'il y avait une rupture aux Nations Unies des années 1960. Ce que vous avez décrit, c'est très fragile, l'ONU, que vous avez décrite avec de vraies questions sur sa survie ou non. Cette ONU-là avait un peu plus de 15 ans. Elle avait un premier secrétaire général qui était un Norvégien. Elle avait un deuxième secrétaire général qui était un Suédois. Certaines personnes pensaient qu'un troisième secrétaire général nordique serait aussi une bonne chose. Mais à la place, nous avons eu votre grand-père Tante, qui avait été instituteur dans une petite ville reculée de Birmanie, comme vous le dites, jusqu'à près de 40 ans. En 1948, il est devenu haut fonctionnaire à Rangoon. En 1957, ambassadeur birman auprès de l'ONU. Et en 1961, secrétaire général de l'ONU. Secrétaire général. Le monde était en train de changer et parfois on a l'impression que Tante était l'incarnation de ce changement. Parlez-nous de ce qui se passait à l'intérieur et à l'extérieur de l'ONU. C'est ce qui pose un peu le décor de son ascension. Oui, d'abord, merci beaucoup Karen, et je suis vraiment reconnaissant à la Fondation Ford pour sa longue histoire de collaboration avec l'ONU. Donc merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Comme je l'ai dit, on n'arrive même pas à en avoir un, même par une journée ensoleillée dehors. Être dans cet auditorium pour parler de l'ONU, de son histoire et de l'avenir de l'ONU. Également, je pense que la première chose à considérer, c'est que les premières idées de réforme de l'ONU remontent à 1946. Donc même lorsque l'ONU n'avait qu'un an, des gens disaient déjà qu'elle n'était plus adaptée à sa mission. Et la conception originale de l'ONU, en 1943 à 1944, par les Américains, mais dans une certaine mesure aussi par les Soviétiques et les Britanniques, était celle d'une continuation très musclée de l'alliance de guerre pour imposer la paix après la Seconde Guerre mondiale, pour maintenir les Allemands et les Japonais sous contrôle indéfiniment et pour s'assurer qu'aucun nouvel agresseur n'apparaisse. Puis il y a eu toute une série de compromis différents qui ont mené à l'ONU, l'architecture que nous avons aujourd'hui dans la charte. Mais avec le déroulement de la guerre froide, il était vraiment difficile de savoir comment cela allait fonctionner. Et à la fin des années 40 et au début des années 50, les Américains étaient très dominants à l'ONU. Pourtant, les Soviétiques jouaient le jeu, et les autres aussi. Mais fin 1950, plusieurs événements surviennent. D'abord, Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU, l'avait compris. Même en pleine guerre froide, malgré l'affrontement des puissances au Conseil de sécurité et en Europe, un rôle de médiateur était possible pour lui. Et ce n'était pas quelque chose qui était prévu dans la charte, mais il a façonné ce rôle à partir du moment historique dans lequel il se trouvait. Mais l'événement bien plus important qui s'est produit à la fin des années 1950, c'est la décolonisation. Et peut-être que le terme décolonisation est trop passif, car lorsque nous parlons de décolonisation, cela donne l'impression que c'est quelque chose qui a été accordé à ces pays. Alors qu'en réalité, ces pays se sont battus pour leur indépendance, beaucoup d'entre eux à travers des luttes sanglantes pendant de nombreuses décennies, en Inde, en Afrique et ailleurs. Et je pense que lorsque nous sommes ici, aux États-Unis ou en Europe, l'histoire du monde semble être, l'histoire du monde du XXe siècle semble être l'histoire de la Première Guerre mondiale. Guerre mondiale et froide. Pour beaucoup, le XXe siècle est marqué par l'Empire, sa lutte et la transition mondiale. Je pense à cette fin des années 50, quand Zan devient ambassadeur à l'ONU. Était un moment de grande ambition pour ces pays qui avaient réussi à lutter contre l'Empire. Et je pense que ce qu'il comprenait plus que tout, c'est que s'il voulait un monde pacifique, il fallait aussi que ce soit un monde sans empire.
Et un monde sans empire signifiait aussi un monde dans lequel le système économique mondial et bien d'autres choses étaient également transformés. Il voyait donc toutes ces choses comme étant interconnectées. Il comprenait aussi qu'en 1961, avec les Russes et les Américains au bord d'une confrontation nucléaire, il devait intervenir pour sauver la situation. Que si eux, ce que nous appelons aujourd'hui le Sud global, laissaient faire le Nord global, le monde serait détruit. Qu'il devait mobiliser ces pays avec cette ambition d'un monde plus pacifique et se rassembler, utiliser l'ONU, pour s'assurer que nous n'ayons pas une troisième guerre mondiale. Et il voulait que l'un des leurs dirige l'ONU. Donc, lorsque Dag Hammarskjöld a été tué, et nous savons maintenant qu'il a bien été tué dans le crash d'avion à Osekiel et Odisha, c'était un moment où les gens pensaient que peut-être l'ONU le voulait encore pour un certain temps, pour quelques mois de plus ou quelques semaines de plus. Mais ensuite, ils sont parvenus à un accord sur les fonds publics à ce moment-là, et il n'était qu'à un peu plus d'une décennie d'avoir été instituteur dans une petite ville, et tout à coup, il est devenu secrétaire général par intérim de l'ONU, au sommet de la guerre froide. La guerre au début de cette phase monumentale de transition dans la politique mondiale, depuis l'âge. Depuis l'époque glorieuse du grand empire majestueux jusqu'à l'avènement de la période historique de ce tout nouvel âge de prospérité. Que Flat estimait qu'il devait s'immiscer dans la crise des missiles de Cuba, mais d'une manière qui ne dépasse pas son autorité, et compromettre un rôle dans la diplomatie future. Il était également conscient que son prédécesseur, Bar Hamacho, n'avait jamais tenté de servir de médiateur entre les superpuissances, donc c'était un terrain inconnu, comme on dit. Flack a rapidement proposé sa propre médiation personnelle, et il l'a fait. Dans plusieurs conflits, et il a aussi fait ses devoirs, il n'y est pas allé à l'aveuglette. Je pense que l'autre chose qui frappe beaucoup, c'est la façon dont les gens se sont tournés vers lui. Pas seulement des politiciens, ce dont tu parleras davantage, mais John Lennon, Yehudi Menuhin, Arthur Miller, Arnold Toynbee, le Dalai Lama, Frank Sinatra, Jack Pistou, la liste est longue. Des lauriers du yoga. Des personnes qui voulaient être associées à la fois personnellement et avec l'ONU, à cause du message de paix. Et en 1967, un sondage Gallup aux États-Unis, où Tam a été classé 6e le plus... Est-ce que je peux faire ça? 6e homme le plus admiré au monde. Peut-être. Mais il était en fonction depuis moins d'un an lorsque la crise des missiles de Cuba a éclaté en octobre 1962. Qu'a-t-il fait? Je pense que l'importance de la crise des missiles de Cuba est connue de tous, car on l'étudie à l'école, à l'université, ou on l'a peut-être vu dans un film. Tu l'as peut-être vu dans différents documentaires. Je veux dire, mais dans aucun de ces films ou documentaires, tu ne vois jamais un Birman jouer le rôle de médiateur entre les superpuissances. Et il y a une raison à cela. C'est pour une raison profonde qu'il fut ainsi effacé de l'histoire. Je pense qu'en un sens, c'est très délibéré. Ce n'est pas que ce soit un hasard. Mais la façon dont l'histoire est généralement racontée, c'est que les Soviétiques ont installé des missiles à Cuba. Kennedy est très habile, il est déterminé, il est assez dur, et finalement les Russes cèdent. Ce n'est pas une question de compromis ou d'organisation. L'important sur son rôle, c'est qu'il n'avait aucun mandat, pas d'assemblée générale, ni le temps d'y discuter. Il n'y avait même pas de temps pour une discussion au Conseil de sécurité. Et il savait, bien sûr, et tout le monde savait, que le Conseil de sécurité serait dans l'impasse sur cette question, parce qu'elle impliquait les deux superpuissances. Donc, ce qu'il a fait lorsqu'il a appris pour la première fois à la télévision, en même temps que le reste du monde, que le président Kennedy avait instauré un blocus de Cuba et que des navires soviétiques se dirigeaient vers la ligne de blocus. Et cela pouvait mener à une impasse à laquelle il ne lui restait pas des jours, mais des heures pour intervenir et trouver exactement la bonne solution qui pourrait être utile pour la désescalade sur le continent. Et il l'a compris. Et je pense que de la même manière que Khrouchtchev et John F.
Kennedy l'ont également compris, ce n'était pas une crise militaire, c'était une crise politique. Les deux hommes devaient trouver un moyen de reculer du bord du gouffre, d'empêcher l'escalade et d'aller vers la désescalade. Donc la question est, comment utiliser l'autorité morale de l'ONU pour créer ces échelons de désescalade pour les deux camps? Ainsi, le lendemain du discours de Kennedy, prononcé le soir, c'est une grande crise à travers le monde. Le jour suivant, il passe toute la journée avec son entourage, essentiellement. Donc, en profonde conversation par télégramme, en personne avec des pays comme le Ghana, l'Inde, l'Égypte et d'autres. Et lorsqu'il agissait, il agissait en tant que secrétaire général des États-Unis, mais aussi comme représentant du mouvement des non-alignés dans les pays d'Asie et d'Afrique. Cela lui conférait une autorité morale. Elle provenait de l'ONU, mais aussi de son rôle de représentant de ces pays qui adhéraient à l'ONU et voulaient trouver une voie différente. Il envoie donc une série de messages publics et privés différents à Kennedy et à Khrouchtchev. C'est une histoire compliquée durant ces jours-là, mais essentiellement, Khrouchtchev et Kennedy, chacun à leur manière, se sont servis de lui ou ont utilisé cette intervention du secrétaire général pour trouver l'espace et le temps dont ils avaient tous deux besoin pour agir dans ce climat. Kennedy s'est également servi de lui d'une manière différente. J'ai écouté tous les enregistrements audio de XCON, le groupe des principaux conseillers de Kennedy, que nous rencontrons tout au long de la journée, durant les semaines de crise et à au moins 3 reprises, alors que ses conseillers le poussaient à envahir Cuba immédiatement. Nous savons maintenant que s'ils avaient fait cela, cela aurait certainement déclenché une guerre mondiale. Kennedy répond, nous devons attendre les réflexions. Diplomatie. Kennedy s'en est également servi pour repousser son propre peuple et créer cet espace et ce temps. Et surtout, je pense, pour Luzardo, originaire d'un petit pays comme la Birmanie, il comprenait que cela ne concernait pas seulement les deux superpuissances. Un troisième petit pays était également impliqué, Cuba. Il s'envole donc pour Cuba, rencontre Fidel Castro et, après 2 jours de discussion, parvient à convaincre Castro de son soutien. Ainsi, lorsque Castro lui-même doit également commencer à chercher une voie vers un règlement pacifique, il s'y réfère. Il utilise cela comme point de référence. Il ne répond pas à Khrouchtchev, il ne répond pas à Kennedy parce qu'il répond à Khrouchtchev. Et c'est pareil pour Khrouchtchev, lorsque lui aussi a dû faire marche arrière, il était bien plus facile de dire oui à un appel moral de l'ONU. Répondre à l'appel du secrétaire général pour la paix était préférable à un automatisme. C'était une démarche réfléchie, cette intervention à ce moment-là permettant de gagner du temps. Parce qu'il n'y a jamais eu d'accord final, il y a eu un accord partiel, mais jamais d'accord formel, même sur la vérification. Mais cela a permis de créer un laps de temps qui a désamorcé la situation et permis à chacun. Et il avait des relations personnelles avec Kennedy, avec Khrouchtchev, avec Castro, ce qui, encore une fois, vu d'aujourd'hui, me paraît tout à fait remarquable. Mais je peux confirmer, après avoir lu la longue entrée Wikipédia sur la crise des missiles de Cuba, qu'il n'y a pas une seule mention du Tente. Et j'ai aussi lu la longue entrée Wikipédia sur la guerre Iran-Pakistan de 1965, où il n'y a également aucune référence à U-Tente. Et ce sont les 2 crises que l'on peut présenter dans un livre comme étant remarquables, ce qui rend d'autant plus étonnant qu'elles soient si absentes de l'histoire. Alors, quel a été son rôle en 1965 avec l'Inde et le Pakistan ? La guerre entre l'Inde et le Pakistan a commencé à propos du Cachemire. Les combats se déroulaient au Cachemire. L'Inde a élargi le front en quelques semaines, dès le début du mois de septembre. C'est devenu une guerre énorme, avec près d'1 million d'hommes combattant des 2 côtés. De grandes batailles rangées depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela aurait pu entraîner les Chinois, cela aurait pu impliquer d'autres puissances, et cela aurait aussi pu provoquer une confrontation. Donc Tam a alors décidé que si ce n'était pas une situation où il allait nommer un envoyé spécial ou confier la mission à son adjoint Ralph Bunche, il devait y aller lui-même.
Et donc il a pris l'avion avec Brian Urquhart, que j'ai d'ailleurs rencontré pour la première fois dans ce même bâtiment lorsqu'il était chercheur, dans l'appartement de Brian Urquhart, et dans son souffle. 8 dans les années 1960, lui et Brian en fait seulement tous les deux avec un attaché de presse. Ils ont pris l'avion pour Rawalpindi, ont passé de nombreux jours avec le chef pakistanais Jema Ibn Khan, a rejoint Delhi pour rencontrer le premier ministre indien et son gouvernement, dont Bahadur Shastri. Son but lors de ces échanges était de nouer des liens personnels avec chacun d'eux en s'appuyant sur l'autorité morale de l'ONU, outre les relations établies à cette époque, car il ne pouvait, en tant que secrétaire général de l'ONU, stopper miraculeusement la guerre. Et il ne pouvait pas arriver et dire « arrêtez » et que tout s'arrête. Il devait identifier le moment précis où ils s'étaient tous deux battus pendant longtemps, quand ils étaient proches d'un point d'épuisement. Si des dispositifs de flèche gauche étaient utilisés, ils continueraient à s'user mutuellement, ou la guerre s'étendrait davantage. D'une manière ou d'une autre, les Chinois s'impliqueraient ou d'autres s'impliqueraient. Ils devaient choisir exactement le bon moment. Quand l'offre d'une porte de sortie honorable vers la paix était quelque chose qu'ils étaient prêts à accepter. Il devait donc façonner son rôle de manière à ce que, lorsque les deux parties envisageaient au moins la possibilité d'un cessez-le-feu, que tout soit prêt et mettre en avant l'autorité morale de l'ONU. Encore une fois, dans cette situation, dans cette dynamique, afin que cela soit aussi présent comme option, l'option de l'ONU. L'option de l'ONU était là, et cela ne se limitait pas simplement à sa relation avec ces hommes, mais à tout ce qui avait été construit jusqu'à ce moment-là également, en ce qui concerne la presse et la diffusion qui le soutenaient autour de lui, mais aussi ses pensées personnelles. Je voudrais cependant revenir sur la question de l'effacement de l'histoire. Je réfléchissais au fait que, durant la période où j'étais représentant spécial du secrétaire général, il était entendu que s'il y avait une avancée dans la négociation ou la médiation, s'il y avait une percée, on ne revendiquait pas le mérite au nom de l'ONU. On ne s'en attribuait pas le crédit, encore moins moi personnellement. Cela devait appartenir aux parties prenantes. C'était la sagacité des parties qui nous avait menés ici, car, après tout, elles devaient s'approprier l'accord et le mettre en œuvre. Et je me demande s'il n'y avait pas un peu de cela en jeu, dans le fait que U Thant ne cherchait pas à se mettre en avant pour revendiquer le mérite. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Je veux dire, un aspect est simplement, comme tu l'as dit, qu'il tenait parfois à ne pas revendiquer le mérite. Je pense qu'il était le premier dirigeant non blanc de l'ONU. Et donc, pour certains, il y avait peut-être un élément de racisme. Il y avait aussi d'autres raisons qui faisaient qu'ils ne voulaient pas lui attribuer le mérite. Il semblait simplement être un personnage qui ne correspondait pas à l'image qu'on avait jusque-là. Mais je pense qu'il y a une histoire plus profonde. C'est son histoire autour du Vietnam et du Moyen-Orient. Je pense que s'il n'avait pas commencé à défier publiquement la Maison-Blanche de Lincoln Johnson sur le Vietnam et n'était pas ensuite devenu quelqu'un perçu comme un problème, aussi pour Israël, dans le contexte du moins après. En particulier, il aurait peut-être été quelqu'un à qui l'on aurait accordé plus de mérite que d'autres partenaires. Je pense qu'il y a de ça. Mais je pense que la raison la plus profonde pour laquelle il a été effacé, c'est qu'il n'était évidemment pas le seul à être là, tout ce moment-là. Ces Afro-Asiatiques, identifiés à l'ONU, issus des pays décolonisés, ayant transformé l'institution dans les années 50 et 60, ont imposé leur programme. Cela ne correspondait plus, dès les années 90, au récit de l'ordre international libéral. Quand ce récit fut élaboré en 1998, ou même dès les années 80, ce moment où l'ONU a été fondamentalement façonnée, transformée, modelée, remodelée et incroyablement couronnée de succès, cela ne correspondait pas à cette vision plus large. Donc je pense qu'il n'y a pas que Узантри qui a disparu, mais toute cette période de l'histoire sur les raisons pour lesquelles l'ONU a été créée,
Comment elle a changé, comment elle a réussi, ne fait pas partie de notre imagination de ce qu'était l'histoire mondiale. Je vais les écrire. L'histoire. Je voudrais m'attarder un instant sur sa personnalité, car il y a dans le livre un portrait fascinant de son caractère. Il n'y a pas seulement sa patience et sa ténacité dont on trouve des preuves concrètes, mais aussi son côté parfois abrasif. Il répond fermement aux États membres qui le critiquent. Il quitte pratiquement la salle face à l'ambassadeur soviétique pour Cuba et menace de s'adresser directement à Khrouchtchev si nécessaire. Il refuse les États-Unis, le secrétaire d'État, qui souhaite qu'il négocie avec Changle au sujet de la ville. Le président Kroumal Ghanim le critique et dit qu'il s'y oppose. Le New York Times l'a qualifié de taciturne et d'homme à poigne. Mon exemple préféré, à une époque où le président américain Barry Goldbottom réclamait l'utilisation de bombes nucléaires de faible puissance sur les lignes d'approvisionnement communistes dans la jungle vietnamienne. Vance a déclaré publiquement que toute personne proposant l'utilisation d'armes atomiques était folle. Mais le voilà en train de faire tout cela à une époque de racisme et de discrimination phénoménaux. De nombreux politiciens occidentaux ne pouvaient tout simplement pas l'accepter. Un petit homme brun, et je paraphrase ici les propos américains et britanniques. Les propos racistes et méprisants à son égard à l'époque laissaient entendre qu'il n'avait rien à leur apporter en termes de perspicacité ou de connaissances. Et vous notez, et cela m'a vraiment frappé, que Luzon devait gérer une version spéciale de lui-même, maintenir une image que ceux qui avaient grandi dans un monde réservé aux Blancs pouvaient respecter. Je pense qu'aujourd'hui, on appellerait cela du code switching. On fait ce qu'il faut pour travailler dans un environnement qui n'est pas le sien. Jackie Kennedy, qui était une autre grande admiratrice de lui, parlait de sa rare qualité d'esprit. Quelle était cette qualité ? Je pense qu'il accordait une importance vraiment capitale et tout à fait fondamentale au tempérament naturel ainsi qu'à la personnalité profonde des individus qu'il avait l'occasion de côtoyer au quotidien. Je crois qu'il respectait vraiment les personnes qui savaient le garder. Je pense qu'il accordait vraiment de la valeur aux gens. Il estimait qu'ils avaient 10 années de bons moments et de capacité à accueillir les autres. Je pense que plus que tout, il valorisait aussi le gouvernement politique. Et je pense que dans ce rôle de secrétaire général des États-Unis, il a vraiment compris qu'il devait être capable de prendre des risques, sinon pourquoi occuper ce poste ? Et donc je pense que maintes et maintes fois au cours de ces 10 années, il a été prêt à prendre des risques quand il le fallait. Mais en même temps, il devait aussi gérer toutes ses relations avec des personnalités clés et faire preuve d'une incroyable stratégie. En construisant ce capital politique, en essayant de le renouveler afin de pouvoir rester en bons termes avec les puissants, tout en faisant avancer ses autres priorités. Et il était aussi utile en tant que médiateur. Je pense que le bouddhisme était important pour lui. C'était quelque chose dont il ne parlait pas beaucoup. Il en parlait un peu, mais sans plus. Ses valeurs et sa vision du monde en découlaient, sans doute. Mais peut-être plus que tout, c'est cette expérience de venir d'un petit État qui avait subi l'humiliation de l'occupation et d'en être sorti. Il a été interviewé. Peu après, il a quitté son poste de secrétaire général de l'ONU. On lui a demandé « Trouvez-vous que le monde est en désordre ?» Il a dit « Oui, absolument. Guerre au Vietnam et en Afghanistan. C'est inévitable. C'est forcé. Cela doit arriver. C'était inévitable. » Il a dit « Quand j'avais 20 ou 30 ans, on n'aurait jamais pu imaginer une telle chose. » D'ici une période d'environ 20 ou peut-être 25 ans, Irma serait totalement indépendante et jouirait d'une parfaite égalité. À une table à New York, dans ce magnifique bâtiment, avec les Américains, les Français et les Britanniques, organisant des missions de gestion, parlant d'exploration de l'espace extra-atmosphérique. Si on a fait ça, imaginez ce qu'on accomplira dans 25 ans. C'est donc spirituel. Cela venait de cet optimisme fondamental.
Après la guerre et le colonialisme, malgré les crises des années 60 que nous affrontons encore aujourd'hui, cet optimisme et cette ambition née du désespoir nous sont indispensables. La prise de risque dans le contexte de la guerre du Vietnam. C'est quelque chose qu'il a défendu toute sa vie. Son président à l'époque, les États-Unis. Le président à ce moment-là était le président Johnson LBJ. Vous soulignez diplomatiquement que LBJ ne s'intéressait que de façon limitée aux affaires internationales. Ruffano lui-même était beaucoup moins diplomate et qualifiait cela d'enfantin à cet égard. En particulier, LBJ a déclaré que si le Sud-Vietnam tombait aux mains des communistes, la prochaine cible serait Hawaï. Expliquez-nous les efforts de Tan pour empêcher l'escalade et mettre fin à la guerre du Vietnam. En 1964, il venait de servir de médiateur et les gens s'en souviennent encore aujourd'hui. L'escalade du processus des droits de l'homme. Il travaillait bien avec les Américains sur toute une série de questions différentes. Il entretenait d'excellentes relations avec John F. Kennedy. Il entretenait de bonnes relations à Moscou. L'ONU, qui semblait vouée à disparaître en 1961, était donc sur la bonne voie. Très impliqué non seulement dans la médiation, mais aussi dans le développement. Et je pense qu'il a compris instinctivement que si les Américains entraient en guerre au Vietnam, cela anéantirait tout. Ce serait un désastre pour les Vietnamiens, ce serait un désastre pour les États-Unis, et ce serait un désastre s'ils y allaient. Et donc il a dit aux Américains, il a dit à l'administration Johnson, au début de 1964, à l'été 1964, il a dit « Si vous partez en guerre au Vietnam, vous perdrez ». Et c'est quelque chose que Washington n'aurait jamais pu envisager, que ce pays pauvre du tiers-monde puisse les vaincre. Il a dit « Vous perdrez ». Il a dit « Vous n'avez rien à craindre d'un Vietnam réunifié ». Ils n'ont aucune envie de tomber sous la domination chinoise ou soviétique. Et ce dont vous avez besoin, c'est de l'aide des Nations Unies pour trouver une porte de sortie honorable d'Asie du Sud-Est. Et cela allait tellement à l'encontre du sentiment de l'époque que des gens comme McGeorge Bundy, qui a été écarté 1 an plus tard, après que McGeorge Bundy, Dean Rusk et Robert McNamara disaient à l'époque « Si nous bombardons, les Vietnamiens négocieront à nos conditions. Nous devons intensifier. Nous devons bombarder le Vietnam. » Et le tournant a été qu'il a en réalité secrètement pris contact par l'intermédiaire des Russes avec les Vietnamiens. Et c'est l'une des grandes merveilles de l'histoire, parce que Ho Chi Minh a répondu positivement, rencontrant secrètement les Américains à Rangoon à la fin de 1984. Je suis presque certain, et j'ai consulté toutes les archives des différents camps, du sien comme du côté américain, que Lyndon Johnson n'a pas été informé par les siens, par des personnes qui voulaient cette escalade. Et quand Lyndon Johnson a été informé, il était déjà trop tard. Le même jour où cette réponse négative est arrivée à Hanoï, le lendemain, les Américains ont commencé ce qui allait être 4 années de bombardement. Et puis, quand cela ne s'est pas passé comme les conseillers l'avaient prédit, quand après quelques mois de bombardement, les Vietnamiens n'étaient pas venus, les Américains ont débarqué le premier contingent de Marines en mars 1965, et ce fut le début de la guerre. Et finalement, bien sûr, les Américains et les Vietnamiens se sont plus ou moins mis d'accord sur ce que le FNL voulait qu'ils acceptent en 1964, mais après que des centaines de milliers de personnes soient mortes, voire plus encore. C'est une véritable occasion manquée, comme vous l'écrivez dans votre livre. Et il perdait aussi certains de ses alliés. Évidemment, le président Kennedy était mort. Alex Stevenson, qui était proche, est décédé en 1965. Et la Birmanie a été renversée lors d'un coup d'État. Donc, il y a le sentiment qu'il n'a peut-être plus tout à fait les mêmes connexions, ni le même statut. Sa rhétorique publique lui a causé des ennuis avec les États-Unis et avec le Nord-Vietnam principalement parce que, je pense, vers 1967, il était clair que cela n'avançait pas. Il a parlé publiquement de ses efforts en 1965.
L'un de ses assistants lui a conseillé que sa véritable force résidait peut-être dans la manière de façonner la perception des gens sur la guerre, dans l'influence de l'opinion publique. A-t-il influencé l'opinion sur la guerre? L'opinion nationale évoluait déjà en 67. Oui, je veux dire, c'est difficile à savoir. Vous savez, il est difficile de quantifier exactement quel a été son impact, mais il était certainement l'un des leaders du sentiment anti-guerre aux États-Unis. Sur le Vietnam. Et il n'a pas seulement analysé la guerre d'une certaine manière, en affirmant de façon constante encore et encore, surtout à partir de 1966, que ce n'est pas une guerre communiste, que ce n'est pas une guerre entre des communistes qui veulent conquérir le monde et ceux qui s'y opposent. Pour les Vietnamiens, c'est une guerre d'indépendance. Cela fait partie de leur lutte anticoloniale. Il est allé en 1967, à une réunion de 3000 ouvriers. En Caroline du Sud, il a déclaré et comparé la guerre du Vietnam à la guerre d'indépendance américaine, ce qui n'a pas plu à Lyndon Johnson. Et cela a fait la une du New York Times. Il a avancé une proposition très précise pour mettre fin à la guerre, qui commencerait par un arrêt inconditionnel. Et cela a été repris par des personnes allant de Martin Luther King jusqu'à son assassinat, à Robert Kennedy, jusqu'à son assassinat, et bien d'autres également, à la fin des années 1960. Donc je pense qu'il était connu non seulement pour son analyse de la guerre du Vietnam, mais aussi pour son engagement contre la guerre, pour une voie très précise qu'il a tracée vers un éventuel ensemble de négociations de paix. Mais vous avez mentionné le renversement de Nkrumah. Je pense que ce qu'il est important de rappeler dans les années 60, c'est que son gouvernement, c'était un effort délibéré pour saper cette alternative mondiale qui commençait à prendre forme. Et si l'on pense à Bandung et à cette vision qu'avaient les dirigeants africains et asiatiques à cette époque-là, pour un monde centré sur l'ONU, les Nations Unies, la charte, le développement comme partie intégrante de la refonte générale de l'ordre mondial, au cours des années 1960, c'était quelque chose de très très important.